Bonjour. Maurice Level, 1875-1926, écrivain, journaliste et dramaturge français. Cousin de Marcel Schwob, il fait des études de médecine mais préfère devenir journaliste au Figaro, à la Vie parisienne et au Matin. Bien qu'il aborde pendant sa carrière à peu près tous les genres littéraires en vogue, il se spécialise dans le roman policier, le fantastique et la littérature d'épouvante. Il donne des romans dont les plus connus sont Lady Harrington et La Cité des voleurs, et de très nombreux contes et nouvelles parus notamment dans Je sais tout, qui sont souvent adaptés en leur temps au Grand Guignol. Dans son premier grand roman policier, L'Épouvante, en 1908, il adopte un ton résolument moderne. Le journaliste Onésime Coche, par goût du risque et par plaisir intellectuel, endosse la paternité d'un crime crapuleux avec le risque de devenir la victime de son propre stratagème. Comme dramaturge, il est surtout connu pour La Malle sanglante en 1916, pièce créée au Grand Guignol qui exploite un célèbre fait divers, la malle à gouffer. Les critiques modernes le considèrent comme l'héritier de Villiers de l'Isle-Adam et du symbolisme, voire de Maupassant par certains aspects, et d'Edgar Poe. Son innovation fut de ne pas chercher à créer la peur et l'angoisse par les vieilles méthodes, mais par les photographies, la médecine, les faits divers dans des décors modernes. Traduite en anglais avec succès, son contemporain, Howard Phillips Lovecraft, le juge très favorablement. Voici 2 nouvelles de l'auteur que je vous propose de découvrir. La maison vide, suivie de Le Père, paru dans Le Monde illustré en 1910. Démons et merveilles, Michael Darjoy. La maison vide. La serrure crochetée, l'homme entra, ferma la porte avec soin, prêta l'oreille et s'arrêta. Il avait beau savoir la maison vide, ce silence profond et cette grande nuit l'impressionnaient. Jamais il n'avait éprouvé à un tel point le désir et la peur de la solitude. Il avança la main, frôla le mur et poussa le verrou. Alors, seulement, un peu rassuré, il tira de sa poche une petite lampe électrique et regarda autour de lui. La lumière projetait sur l'ombre des taches pâles et qui dansaient à chaque battement de son cœur. Pour se donner du courage, il murmura « Je suis chez moi ». Il se mit à rire, puis pénétra dans la salle à manger. Tout y était d'une propreté méticuleuse. Autour de la table, 4 chaises étaient posées. Une autre, près de la fenêtre, mirait dans le plancher luisant ses pieds grêles. Un parfum vague de fruits et de tabac flottait dans l'air. Il ouvrit les tiroirs du buffet où quelques couverts d'argent étaient soigneusement rangés. Songea, ça vaut toujours mieux que rien. Et il les mit dans sa poche. Mais, à chacun de ses mouvements,
Les couverts, se heurtant, sonnaient contre lui et, toujours par crainte de ce bruit qui ne pouvait éveiller personne, il recula sur la pointe des pieds, négligeant les cuillères en vermeil et de petits couteaux à manche de nacre entrevus au fond d'un écrin. Pour excuser sa faiblesse, il se dit « Ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Pourtant, arrivé auprès de la table, il demeura indécis, tâtant les fourchettes qui pesaient au fond de sa poche, hésitant à pénétrer dans le petit salon où l'ombre, grâce aux rideaux tirés sans doute, semblait plus mystérieuse. Honteux de se sentir si lâche, il fit un pas, puis un autre, franchement, posément, comme un bourgeois paisible et pas poltron qui rentre chez lui le soir, sa partie achevée. Il n'avait plus froid, il n'avait plus peur, et, avisant sur un meuble un flambeau garni de bougies, il le prit, l'alluma et, les levant un peu, examina les murs où dans les cadres d'or pendaient des photographies, les bibelots, le piano, la cheminée d'où montait une odeur de cendre froide et de suie. Il jeta encore un regard circulaire autour de la pièce, souleva d'un doigt quelques papiers, soupesa une statuette, la remit en place, reposa le flambeau, souffla les bougies et poussa la porte de la chambre à coucher. Là, plus d'hésitation. Il se souvenait, pour y être venu quelques jours auparavant sous prétexte de visiter l'appartement, de la place de chaque meuble, de la forme du moindre objet. Un coup d'œil lui avait suffi pour voir, et bien voir, la commode trapue où le vieux enfermait ses valeurs, le coffret où il devait mettre son argent, le lit à demi caché par l'alcôve et l'armoire à glace dont il pourrait tout à l'heure faire un rapide et peut-être fructueux inventaire. Il éteignit donc sa lampe et, sans heurter une chaise, le bras tendu, marcha directement vers la commode. Il en tâta le marbre, glissa la main le long de ses flancs comme un maquignon qui flatte le ventre d'une pouliche et, en bon ouvrier, un doigt de la main gauche posé sur la serrure, il chercha dans sa poche son trousseau de clés. Il était un peu moins calme que tout à l'heure. Ce qui l'énervait, ce n'était plus l'angoisse d'être seul, la nuit, pour voler dans la maison d'un autre, mais une hâte fiévreuse de joueur qui tient sa carte, la serre et la soupèse avant de la retourner. Qu'allait-il trouver dans une seconde? Des titres, des billets, et combien? Quelle fortune dormait pour une minute encore derrière le rempart d'une planchette? Il cherchait toujours son trousseau sans parvenir à l'atteindre. Tout à l'heure, en mettant l'argenterie dans sa poche, il n'avait pas songé à en retirer ses outils et tout cela s'était enchevêtré. Les cuillères, passant dans les anneaux des crochets, les fourchettes, entrecroisant leurs dents, se tordaient sous son effort déchirant la doublure de sa poche, giflant sa peau. Pressé d'en finir, il tapa du pied, jura, serra les mâchoires et tira si brutalement que l'étoffe céda, tandis que fausses clés et couverts tombaient pêle-mêle sur le plancher, avec un grand bruit de ferraille. Il s'énervait toujours. Le but était si proche, et puis le temps passait. Il ne se rendait plus très exactement compte de l'heure. Il lui semblait seulement que de longues minutes s'étaient écoulées depuis son entrée. La pendule, dont il n'avait pas jusqu'ici remarqué le tic-tac, battait sa courte et rapide cadence. À genoux devant la commode, il prit un des crochets, l'essaya, l'oreille collée à la serrure. Le pêne résista. Il en prit un autre, un nouveau, un autre encore, tournant à petits coups prudents. Rien. Toujours rien. Gagné de nouveau par la colère, il éclata de rire. Non, mais des fois, je ne vais pas ménager le mobilier. Et,
Saisissant un ciseau à froid d'une seule pesée, il fit sauter la serrure. Alors, il ouvrit le tiroir et alluma sa lampe. Devant les billets épinglés par liasses, il eut un soupir de joie. Lentement, posément, il les prenait, les comptait, les regardait par transparence, puis les lissait d'un revers de la main. Pour être mieux à son aise, il s'assit et continua ses recherches. Sous un rouleau d'or, il y avait un gros paquet de titres nominatifs, pour près de 20 000 francs, une fortune, il songea. Quel malheur de laisser ça là, enfin. Il les remit en place. Sur du butin, il s'attardait, soupesant les pièces d'or, lisant leurs millésimes, comparant la surface et le poids de celles de 50 et de 40 francs avant de les faire disparaître dans la poche de sa veste. Il n'avait plus ni hâte ni colère, rien qu'un grand sentiment de bien-être, de détente, la réussite ayant chassé l'effroi. Une lourde voiture traversa la rue, ébranlant les vitres, faisant trembler les meubles et vibrer imperceptiblement les pièces éparses sur le plancher. Ce simple bruit le ramena à la réalité des choses. Il regarda sa montre. 4 heures. Et pensa, déjà? Ramassant les pièces sans les compter, il fouilla les autres tiroirs. Mais il n'y trouva rien d'intéressant. Parmi des papiers et des lettres, un peu d'argent avait été oublié. Il le mit dans son gousset, d'un geste machinal, se releva, les genoux engourdis, et murmura « C'est pour mon dérangement ». Devant lui, sur une table, il vit encore un presse-papier en bronze. Il avait été assez sage, négligeant les bijoux et les titres nominatifs trop compromettants pour s'offrir, à côté de l'utile, un petit souvenir agréable. Il avança donc la main. Mais, dans le même instant, la pendule, dont le tic-tac pressé se hâtait vers l'heure, sonna un petit coup aigrelet, et il demeura, la main allongée, les doigts ouverts. Le silence, un instant, traversé par ce très faible bruit, semblait soudain pesant et solennel. Rien ne vibrait plus entre ces 4 murs, pas même le murmure imperceptible des étoffes dont les plis se tassent, ni le craquement du bois sec qui sommeille le jour et met des nuits à mourir. Et ses oreilles s'emplirent du bourdonnement du sang qui travaillait dans sa tête, battant ses tempes, tendant ses vaisseaux. La peur l'avait repris, stupide, imprévue, la peur de ne plus rien entendre. D'où venait cet étrange silence qu'il n'osait troubler même d'un geste? Il avait lâché le bouton de sa lampe, et, dans le noir, les épaules rondes, tendant le cou, les narines ouvertes, l'oreille au guet, il se pencha vers la cheminée où, tout à l'heure, la petite pendule tapait si vite. Le tic-tac s'était tu. La pendule s'était arrêtée. Quoi de plus simple? Et cependant, un frisson courut le long de sa nuque. Il eut la sensation d'un danger sournois, immédiat, empoigna son couteau, alluma sa lampe et se retourna d'une pièce. Dans l'alcôve, sortant de l'ombre à demi, une face à la bouche entr'ouverte, aux yeux terribles, le regardait. Il sentit que sa présence n'effrayait pas cette face, que ses yeux ne fuyaient pas les siens, que cette longue main cramponnée au drap ne tremblait pas, que cette jambe maigre qui pendait hors des couvertures allait s'allonger, se détendre,
qu'un homme allait enfin se dresser devant lui, le prendre à la gorge, et qu'il sentirait sur son visage le souffle de ce vieux pâle et impassible. Sans oser remuer la tête, il chercha la porte des yeux. Il ne songeait plus aux billets de banque oubliés à terre, il songeait seulement à fuir. Mais, sous la menace de ce regard, il comprit que jamais il ne pourrait atteindre cette porte. Il devina que le vieux allait ouvrir la bouche pour crier « À l'aide !» qu'après ce cri, il n'aurait plus le temps de s'échapper et, sans plus réfléchir, d'un bond, comme une bête à l'attaque, il se rua vers le lit, leva son couteau et, par deux fois, avec des halètements de rage, l'enfonça jusqu'au manche. Il n'y eut pas un cri, pas un râle. Seule la chute molle et sans écho d'un oreiller troubla le silence, et la tête retomba, un peu en avant du traversin, les lèvres entr'ouvertes et le menton sur la poitrine. Tremblant encore de peur et de colère, il recula d'un pas et contempla son œuvre. Sa lampe donnait une clarté si faible qu'il ne distinguait, dans le désordre de la chemise froissée, ni la trace de sa lame, ni le sang des blessures. Il avait dû frapper bien fort et bien juste, car la face du vieux n'avait point changé. Du premier coup, rapide et formidable, il l'avait arrêté net en plein élan, en pleine vie, comme aurait pu faire une balle. Un orgueil lui vint de sa maîtrise, et il grogna, menaçant. « Ah, tu étais là. Eh bien, tu as vu, hein ?» Or, penché sur le visage immobile, la pensée lui vint subitement, tant les traits avaient peu changé, qu'il avait lardé la couverture, mais que le vieillard n'était pas mort, et qu'il le regardait toujours avec une souveraine ironie. Pour la seconde fois, il leva son arme et l'abattit, la releva et l'abattit encore avec une frénésie sauvage, grisé par le bruit sourd de la pointe trouant la poitrine, s'excitant à frapper par des jurons et par des cris, indifférent au danger d'éveiller la maison. La chemise n'était plus qu'une loque et la chair qu'une plaie. Seul le visage, qu'aucune blessure n'avait entamé, gardait son impassibilité redoutable. Alors, l'homme, à demi fou, jeta sa lampe et prit sa victime à la gorge pour frapper une dernière fois. Mais son poing droit resta levé en l'air, et un cri s'arrêta sur ses lèvres, car, sous sa main, il venait de sentir, non pas la chair humide et pantelante, d'où la vie vient de s'échapper avec des flots de sang, mais une chair que nul frisson ne faisait tressaillir, froide, de ce terrible froid auquel rien n'est pareil, une chair morte, morte depuis de longues heures, et son bras retomba. Le crime, cependant, ne l'avait jamais effrayé. Souvent, il avait vu son couteau rouge, il avait reçu au visage la giclée chaude lâchée par les artères crevées, il connaissait l'odeur du sang, le râle du corps qui se vide, la mort qu'on donne n'est rien, mais ça... Un respect soudain éveillé en son âme d'assassin le tenait immobile. Une terreur superstitieuse du grand mystère le glaçait. Il avait cru la maison vide, et il était entré chez un mort. Il avait volé près d'un mort. Un mort! Voilà donc d'où venait cet effrayant silence et cette ombre si calme. Et comme au loin, très loin, une horloge sonnait 5 heures, sans oser tourner la tête vers le butin oublié, sa casquette au doigt, avec une grande peur traversée par des souvenirs de prière, les yeux dilatés, attirés dans la nuit vers ce mort qu'il n'avait pas fait, butant contre les meubles, il sortit de la pièce à reculons.
Démons et merveilles, Michael d'Argerie. Le père. Quand la dernière pelletée de terre fut retombée, et qu'ils eurent donné la dernière poignée de main, le père et le fils rentrèrent chez eux, à petits pas, sans rien dire, les jambes lourdes, la tête vide, pris soudain de cette grande lassitude qui suit les efforts trop longtemps soutenus. La maison imprégnait encore du parfum des fleurs. La maison redevenue calme après l'affolement, les allées et venues de ces 2 jours leur parut étrangement vide et neuve. La vieille bonne qui les avait précédés avait tout remis en ordre. Il leur sembla qu'ils revenaient d'un long voyage, mais qu'ils se retrouvaient chez eux, sans joie, sans ce large soupir qui dit « Ah, qu'on est bien chez soi, tout est propre, net. » Près de la cheminée, le chat couché en rond ronronnait doucement, et le soleil d'hiver étalait sa gaieté timide sur les vitres. Le père s'assit près du feu, hocha la tête et soupira. « Ta pauvre maman !» Et 2 larmes glissèrent sur sa bonne figure toute ronde, sa bonne figure que le chagrin, le froid de la rue et la tiédeur de la pièce avaient congestionné un peu. Ensuite, par besoin d'entendre autre chose que le ronron du chat, le tic-tac de l'horloge et le crépitement du bois sur les chenets, envahi à son insu par cet orgueil de vivre après ceux qui s'en sont allés pour jamais, il se mit à parler. « Tu as vu les Dupont ? Ils étaient tous là, et la présence du grand-père m'a beaucoup touché. Ta maman les aimait bien, mais comment se fait-il que ton ami Brémaud ne soit pas venu ? Oui, je sais. Au beau milieu de tout ce monde, il se peut que je ne l'ai pas remarqué. » Il soupira encore. « Mon pauvre petit !» reprit d'une tendresse câline pour ce grand garçon de 25 ans qui, près de lui, pleurait silencieux. La vieille bonne entra sur la pointe des pieds, si doucement qu'ils ne l'entendirent pas ouvrir la porte. « Allons, messieurs, il ne faut pas rester comme ça, il faut manger. » Ils levèrent la tête. C'était vrai, il fallait manger. La vie les reprenait. Ils avaient faim, non pas cette faim heureuse des jours où l'on aime à s'installer commodément à table, mais la faim de la bête qui se sent l'estomac vide. Jusqu'ici, une pudeur les avait retenus. Maintenant, ils se regardaient sans rien dire, désirant et redoutant à la fois ce premier tête-à-tête à la table trop grande, près de la place vide. Et le père, les yeux gros de larmes, murmura « Oui, vous avez raison, faites-nous à manger, il faut, mon petit. » Le fils approuva de la tête et se leva. « Je passe un vêtement et je reviens. » Il sortit. La porte refermée,
Comme il allait entrer machinalement dans la chambre de sa mère, la vieille bonne s'approcha de lui et lui dit presque bas: Monsieur Jean, j'ai quelque chose pour vous. Une lettre que votre maman m'a confiée voilà 8 jours, quand elle s'est sentie perdue. Elle m'a recommandé de vous la remettre après seulement. La voilà. Il s'arrêta, surpris, regarda la servante. Elle se tenait devant lui, hésitante. L'enveloppe qu'elle lui tendait tremblait au bout de ses doigts, et, tout d'un coup, il eut la sensation précise qu'une grande douleur, un grand secret, était là, près de lui. Il dit, la gorge serrée: Donne! Et entra. Dès qu'il fut seul, sans réfléchir, il s'enferma à double tour. La chambre, avec son lit trop plat, ses rideaux trop tirés, sa cheminée sans feu et ses meubles trop bien rangés, avait déjà l'aspect abandonné. Il tournait et retournait la lettre entre ses doigts, glacé devant cette écriture vivante de la morte, cette écriture chère, si souvent regardée jadis, et qui, sur le papier un peu froissé, s'étalait, déjà tremblée. À travers la cloison, il entendait la bonne aller et venir, mettant le couvert. Il déchira l'enveloppe et lut. Mon enfant chéri, je sens que l'heure de l'éternel adieu est proche. Je m'en vais sans faiblesse et presque sans regret, puisque tu es un homme maintenant, et que le temps est loin où je t'étais indispensable. J'ai conscience d'avoir été une mère irréprochable, mais un très lourd secret dort entre nous que je n'eus pas le courage de te révéler, qu'il est nécessaire pourtant que tu saches. Celle que tu as aimée, respectée par-dessus tout, celle à qui tu contais tes peines de tout petit et tes tristesses d'homme, ta maman, mon chéri, est une grande coupable. Tu n'es pas le fils de celui que tu as toujours appelé père. Il y a eu dans ma vie un grand, un immense amour, et mon seul crime est de ne l'avoir pas avoué. Ton père, ton vrai père, existe. Il t'a vu grandir de loin, et t'aime, je le sais. Tu es à l'âge où l'on peut prendre les plus graves décisions. Toute ta vie est à refaire si tu le veux. Tu peux être riche demain, si tu trouves en toi le courage qui m'a manqué. L'acte que je commets est lâche, je le sais. Ayant mal vécu, je ne pouvais que mal mourir. 100 fois j'ai été sur le point de fuir cette maison, de t'emporter avec moi. L'énergie m'a fait défaut. Il eût suffi de peu de choses pour me la donner. Sans doute un soupçon, une parole mauvaise, mais rien, pas un nuage. Il s'arrêta, écrasé par cette révélation. Ainsi, sa mère avait eu un amour. Elle avait pu porter si longtemps ce secret. Elle avait pu parler, sourire, sans qu'un tressaillement trahît sa faute et son remords. Et lui, jadis impitoyable aux faiblesses des autres femmes, lui pour qui tout orgueil, toute vénération, toute joie se résumait en ce seul mot, maman. Il avait grandi là, étranger, vivant insulte à ce brave homme qui n'avait eu pour lui que tendresse et bonté. Toute son enfance se levait devant lui. Il se revoyait petit, petit, passant par les rues de la ville, donnant la main à son papa. Il grandissait. Une très grave maladie le tenait durant de longs mois entre la vie et la mort,
et il voyait encore son papa assis à son chevet, essayant de sourire avec des larmes dans les yeux. Le temps passe. Les affaires vont mal. Et ce sont d'autres souvenirs, plus aigus, plus poignants. Les conversations qu'il écoute le soir, pelotonnée dans son lit. La mère parle peu. Le papa dit « Je me restreindrai. Je ne fumerai plus. Je n'irai plus au café. Mes vêtements sont encore très bons. Il ne faut surtout pas que le gamin pâtisse. C'est un mauvais moment à passer, voilà tout. En rognant de ci, de là, nous pourrons lui donner des douceurs. Les petits ont toute la vie devant eux pour souffrir. À quoi bon les attrister si tôt ? » Et voilà l'homme qu'elle a trompé. Il se mit à pleurer. La phrase de la lettre revenait à sa mémoire. « Tu es à l'âge où on peut prendre les plus graves décisions. » C'était vrai. Il n'avait même pas le droit d'hésiter. Pas une seconde. L'idée de la richesse n'effleura son esprit. Il aurait simplement le courage qui lui avait manqué à elle. Il quitterait cette demeure sans rien dire. Il s'en irait, très loin, pour ne plus revenir. Ainsi, la honte qu'il savait, partirait avec lui. Comment pourrait-il, à présent, sans rougir, s'asseoir à cette table, entendre la bonne voix lui dire « Mon petit !» et rappeler le souvenir de la pauvre maman. Sa résolution était prise. Il sanglota. « Oh, maman, maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Adieu la vie tranquille et calme, le retour au foyer, le regard attendri sur le passé défunt car il n'avait pas le droit en vérité de continuer le mensonge et la faute. Il restait immobile, abîmé dans sa douleur. Un bruit venait de la salle à manger. « Pauvre petit, il a du chagrin. Il est dans la chambre de sa maman. Laissez-le pleurer. Ah, nous sommes bien malheureux. Je me sens si vieux. Il me reste, heureusement. C'est un brave enfant. Il ne me quittera pas. » Il releva la tête et se mordit les lèvres. Le père parlait toujours et, peu à peu, en l'écoutant, ses pensées prenaient un autre cours. La voie qu'il devait suivre lui semblait moins facile, son devoir lui apparaissait plus obscur. « Il ne me quittera pas. » Avait-il le droit d'abandonner ce pauvre être, de le laisser vieillir tout seul au foyer déserté ? Partir. Voilà tout ce qu'il trouvait pour payer sa tendresse, ses efforts, ses privations. Oui, mais il n'était pas son fils. Sa présence ici, sous son toit, avait quelque chose d'intolérable, d'odieux. Pourtant, il fallait se décider de suite. Après, il serait trop tard. Il tenait toujours la lettre de sa mère. Il se remit à lire. « Il eût suffi de peu pour me donner cette énergie, sans doute. Un soupçon, une parole mauvaise, mais rien, pas un nuage. » La voix du père reprit, derrière la cloison. « Oui, oui, j'ai vécu 27 ans avec elle et
durant 27 ans entre nous. Rien, pas un nuage. Les mêmes mots, la même phrase. Il reprit sa lecture. Et maintenant, je vais te dire le nom de ton vrai père. C'est... La lettre tremblait dans ses doigts. Un regard, et le nom serait à jamais gravé dans ses yeux, dans tout son être. Et alors, il ne pourrait plus. La voix appela doucement. « Allons, vieux, mon petit, viens à table. » Il eut un grand frisson et ferma les yeux une seconde. Ensuite, il prit une allumette, leva le bras et mit le feu au papier. Il le regarda brûler lentement et, quand la flamme vint lécher ses ongles, il ouvrit les doigts. Un carré de cendre noire tomba sur le plancher. Un coin blanc, très étroit, acheva de se consumer. Puis, plus rien. Alors, il tira la porte, demeura un instant immobile sur le seuil, et, voyant devant lui le brave homme, avec sa bonne figure, ses yeux rougis et ses mains qui tremblaient, il le prit dans ses bras, l'embrassa passionnément, comme on embrasse un être cher que l'on croyait à tout jamais perdu, et sanglota. « Papa, mon vieux papa !» Je vous ai proposé La maison vide, suivi de Le Père, deux nouvelles de Maurice Level, parues entre autres dans Le Monde illustré en 1910. Bien qu'il ait œuvré dans presque tous les genres, Maurice Level reste surtout connu pour ses incursions dans le domaine de la terreur et de l'angoisse. Alors que la plupart des auteurs du début du XXe siècle avaient encore recours aux vieilles recettes à base de revenants, de légendes, de maisons hantées, de prémonitions ou de réincarnations, Level innovait en provoquant la peur ou l'angoisse avec la photographie ou les dernières découvertes médicales et en troquant le décor des châteaux hantés pour ceux d'un hôpital, d'un train ou du métropolitain, à l'instar des réalisateurs de films fantastiques asiatiques contemporains chez qui le surnaturel se manifeste par le truchement de vidéos, de téléphones portables, d'internet ou de photographies. Maurice Level était, ici comme en d'autres domaines, résolument de son époque. À bientôt.